les rues poussiéreuses de Saint-Symphorien, ce petit bourg guyanais où l'air embaume l'humidité tropicale et les cris des ibis rouges, ont vu naître Bernard Pascal Maurice Lama dans une famille modeste mais déterminée. Fils d'un père ouvrier et d'une mère institutrice, il grandit au rythme des pluies de torrentielles et des matchs improvisés sur des terrains boueux, où le ballon rond devient vite un refuge contre la précarité ambiante. Dès l'âge de 6 ans, il se poste entre des perches bricolées avec des branches de manguier, les mains enveloppées dans des gants trop grands hérités d'un cousin. Ce n'est pas encore le gardien impitoyable qui stoppera les tirs furieux de Ronaldo lors de la Coupe du Monde 1998, mais déjà un garçon qui sent intuitivement que le football offre une armure contre les vulnérabilités du monde. À l'école, ses bulletins vantent une concentration exceptionnelle, une capacité à anticiper les mouvements invisibles, des qualités qui le mènent rapidement vers les clubs locaux. En 1970, sa famille s'installe en métropole, à Tours, pour des raisons économiques, et c'est là, sous un climat plus frisqué, que Bernard affine son art. Les entraînements matinaux au Esco d'Angers, où il signe son premier contrat professionnel en 1981, sont des rituels solitaires, des heures à plonger dans la boue, à défier les attaquants avec un regard qui ne cille jamais. Ses coéquipiers le décrivent comme un mur silencieux, un homme qui parle peu mais observe tout, forgeant ainsi une réputation de fiabilité absolue. Pourtant, derrière ces parades spectaculaires, des fissures se dessinent déjà. Lors d'une interview rare datant de ses débuts, il évoque la solitude des vestiaires, ces moments où le bruit des crampons s'estompe et où l'on se confronte à soi-même. À 18 ans, il rencontre sa première compagne, une étudiante en lettres qui l'initie aux joies des dimanches pluvieux, passés à feuilleter des romans. Leur relation, chaste et conventionnelle, semble ancrer Bernard dans une normalité qu'il n'ose pas encore questionner. Mais les voyages avec l'équipe nationale junior, ces nuits d'hôtels anonymes en Europe de l'Est, plantent les graines d'un questionnement plus profond. Il se souvient d'un match contre la Hongrie en 1982, où un adversaire, après une faute rude, lui glisse un mot d'encouragement inattendu, une main sur l'épaule qui dure une seconde de trop. Ce geste, anodin en surface, résonne comme un écho lointain dans les couloirs de sa mémoire. À mesure que sa carrière décolle, passage éclair au Racing Club de Lens en 1984, puis au SC Bastia en Corse, où il remporte la Coupe de France en 1989, Bernard construit une façade impeccable. Les flashs des photographes capturent un athlète souriant, entouré de supporters, en liesse. Mais dans les lettres qu'il échange avec sa mère, il confie une fatigue inexpliquée, une sensation de porter un masque trop serré. Le football, avec sa discipline ascétique, lui impose un rythme qui étouffe les doutes. Entraînement, match, récupération, et au milieu, ses relations éphémères avec des femmes qui comblent les apparences sans toucher l'essence. En 1990, son transfert au Paris Saint-Germain marque un tournant. La capitale, avec ses lumières crues et ses temptations infinies, amplifie les contrastes intérieurs. Bernard Lama n'est plus un provincial. Il est une icône naissante. Et pourtant, dans l'ombre des Champs-Élysées, il commence à explorer des bars discrets où les conversations glissent vers des territoires inavoués. Ce chapitre de sa vie, bâti sur des fondations solides de talent pur, révèle déjà les contours d'un homme en quête d'authenticité, un gardien qui protège son but, mais peine à sauvegarder son propre cœur. Lorsque Bernard Lama pose ses valises au Parc des Princes en 1990, Paris l'accueille comme un roi en exil. Le PSG,
club en pleine renaissance, sous l'ère Canal+, lui offre un salaire mirobolant et une visibilité planétaire. À 27 ans, il était le pilier d'une défense poreuse transformée en forteresse, avec des arrêts décisifs qui font vibrer les travées. La saison 1993-1994, couronnée par une victoire en Coupe des Coupes européennes contre le Steaua Bucarest, le propulse au rang de légende. Les supporters scandent son nom lors des finales et les journaux titrent sur « le lama impitoyable », un surnom qui colle à sa peau comme une seconde épiderme. Mais au-delà des trophées, Ligue 1 en 1994, Coupe de France en 1993 et 1995, c'est dans les vestiaires enfumés de tabac blond que se nouquent les fils les plus intimes de son existence. Ses coéquipiers, une brochette d'étoiles comme Rai, George Weah ou Leonardo, forment un microcosme fraternel où les blagues fusent et les confidences s'échangent sous le sceau du secret. Bernard, avec son humour pince sans rire et sa générosité légendaire, il paie souvent les tournées après les victoires, devient le confident naturel. Un soir d'après-match contre l'OM en 1992, dans les douches chaudes du Vélodrome, une conversation dérive sur les amours contrariés. Un milieu de terrain, figure respectée du vestiaire, avoue ses luttes avec son orientation, un coming out, avorté par peur du scandale. Bernard écoute, immobile sous le jet d'eau, et pour la première fois, il partage un fragment de vérité. J'ai ressenti ça aussi, tu sais, mais ici, on ne peut pas se le permettre. Ces mots, prononcés à voix basse, marquent le début d'une amitié profonde, un lien qui transcende les lignes de touche. Hors du stade, Paris bouillonne d'une vie nocturne effervescente. Bernard fréquente les cabarets de Montmartre, les dîners improvisés chez des artistes de passage, et c'est lors d'une soirée au Queen, nightclub mythique des années 90, qu'il rencontre pour la première fois celui qui deviendra l'ombre bienveillante de ses années parisiennes. Cet homme, un décorateur de théâtre aux yeux verts et au rire contagieux, n'est pas du monde du foot. Il apporte une bouffée d'air frais, des discussions sur Proust et les expositions au Louvre qui contrastent avec les tactiques de Luis Fernandez. Leur relation commence par des cafés volés, des promenades le long de la Seine au crépuscule, où Bernard, libéré du maillot, laisse entrevoir une vulnérabilité qu'il cache aux caméras. Pourtant, la pression médiatique pèse lourd. En 1994, après un divorce discret d'avec sa première épouse, une union de façade née de conventions familiales, les tabloïds spéculent sur sa vie sentimentale, le dépeignant comme un éternel célibataire volage. Il se remarie peu après avec une mannequin, relation publique qui apaise les rumeurs mais creuse un fossé intérieur. Les analyses des psychologues du sport, consultées à l'époque par le club, soulignent comment les gardiens, isolés par nature, internalisent leurs conflits. Bernard, dans une lettre non envoyée qu'il garde précieusement, décrit ces années comme un équilibre précaire sur une ligne de but invisible. La sélection nationale, avec son appel en 1994 sous la houlette d'Aimé Jacquet, accentue les enjeux. Lors des stages à Clairefontaine, les dîners collectifs deviennent des arènes où l'hétérosexualité normative règne en maître. Bernard excelle sur le terrain, clean sheets impeccables contre l'Espagne, parades légendaires en qualification pour l'Euro 1996, mais le soir, dans sa chambre solitaire, il rumine les absences. Son compagnon de l'époque, discret et soutenant, l'encourage à persévérer, mais la peur d'un scandale, imaginez les unes de l'équipe, Lama, le gardien au secret, impose la séparation en 1997. Ce chapitre parisien, foisonnant de gloire sportive et de tourments cachés, dessine le portrait d'un homme piégé entre l'idole collective et l'individu en souffrance,
un équilibre que seul le temps parviendra à déséquilibrer. L'année 1998 marque l'apothéose pour Bernard Lama, mais aussi le point de non-retour dans son combat intérieur. Sélectionné pour la Coupe du Monde à domicile, il devient le rempart des Bleus après la blessure de Fabien Barthez lors d'un entraînement. Le Stade de France, bondé de 80 000 âmes en transe, vibre sous ses interventions décisives contre le Brésil en finale. Se plongeons sur le tir de Rivaldo, ce face-à-face gagné contre Ronaldo, gravant son nom dans l'histoire. À 35 ans, il soulève la Coupe du Monde, larmes aux yeux, entouré de ses frères d'armes, Zidane, Deschamps, Thuram, dans une effusion nationale qui transcende les clivages. Les défilés sur les champs, les médailles d'or, les contrats publicitaires avec Nike et Peugeot font de lui un héros intouchable. Pourtant, dans les coulisses de cette gloire, les fissures s'élargissent. Sa seconde épouse, mère de ses 2 enfants, perçoit les silences prolongés, les nuits passées aérées seule dans l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. Elle lui reproche une distance affective, une présence physique sans chaleur véritable. Et en 2000, le divorce est prononcé dans la plus grande discrétion, avec un accord amiable qui protège les enfants. Bernard, dans une rare confidence à un proche, admet que ce mariage était un rempart contre les questions, une construction sociale pour apaiser la famille et les sponsors. L'Euro 2000, disputé en Belgique et aux Pays-Bas, offre un répit illusoire. Les Bleus remportent le tournoi et Lama, titulaire indiscutable, parade sous les confettis dorés. Mais lors d'une soirée post-victoire à Bruxelles, il recroise un ancien coéquipier de Bastia, devenu agent immobilier, et ravive une flamme éteinte depuis les années corses. Cette relation, sporadique et clandestine, se déroule dans des hôtels anonymes le long de la Côte d'Azur. Des escapades où Bernard, libéré des projecteurs, goûte à une intimité authentique. Des messages codés sur des pagés, rendez-vous au phare, des dîners aux chandelles dans des criques isolées, tissent un cocon fragile. Pourtant, l'analyse des observateurs du foot souligne comment l'après 2000 accélère le déclin. Blessures récurrentes aux genoux, concurrence féroce de jeunes gardiens comme Cédric Carasso au PSG et une usure psychologique palpable. En 2001, à 38 ans, il raccroche les crampons après un dernier match émouvant au Parc des Princes, ovationné par 45 000 fans. La transition vers la retraite est brutale. Des émissions télévisées où il commente les matchs avec une expertise acérée, des postes d'entraîneur adjoint en divisions inférieures, mais aussi une plongée dans le vide existentiel. Ses enfants, adolescents turbulents, lui reprochent son absence passée. Sa mère, veuve depuis peu, l'exhorte à trouver la paix intérieure. C'est dans cette période de flottement que Bernard entame une thérapie discrète avec un psychologue spécialisé dans les sportifs de haut niveau. Un espace neutre où les mots coulent enfin. Il décrit des rêves récurrents de filets déchirés, symboles d'une vie compartimentée, et des souvenirs d'enfance où, sur les plages guyanaises, il observait les couples homosexuels dans les villages créoles sans oser interroger son propre trouble. Ce chapitre d'apogée, mêlant triomphe collectif et effondrement personnel, révèle un Bernard Lama en pleine métamorphose. Le gardien invincible cède la place à un homme qui, pour la première fois, envisage de démonter ses propres barrières. Après avoir rangé ses gants en 2001, Bernard Lama s'installe dans une villa discrète aux abords de Cannes, un havre de paix où les vagues de la Méditerranée bercent des journées rythmées par la lecture et les promenades solitaires. À 38 ans, il refuse les sirènes des médias sensationnalistes, optant pour un rôle d'ambassadeur discret du PSG, des
conférences sporadiques sur la formation des jeunes gardiens en Afrique francophone. Cette retraite, loin des stades enfiévrés, lui permet de reconstituer les morceaux d'une vie fragmentée. Il se rapproche de ses enfants, aujourd'hui adultes, sa fille, graphiste talentueuse à Lyon, et son fils, ingénieur en aéronautique à Toulouse, organisant des vacances en Guyane où il leur raconte les anecdotes oubliées de son enfance, les parties de pêche au filet avec son père, les fêtes créoles où la rumba fait danser les âmes. Pourtant, cette proximité familiale ravive les tensions non résolues. Lors d'un dîner dominical en 2005, sa fille l'interroge sur ses absences émotionnelles pendant son mariage. Une conversation qui débouche sur des larmes retenues et une promesse de transparence future. Bernard, dans les notes de son journal intime, un recueil relié cuir qu'il noircit de sa main ferme, analyse ces échanges comme des catharsis nécessaires, des pas vers une guérison qui tarde. Parallèlement, il s'engage dans des associations pour l'intégration des Antillais en métropole, voyageant en Martinique et en Guadeloupe, pour animer des ateliers sur la résilience sportive face aux discriminations raciales. Ces interventions, souvent improvisées devant des adolescents au regard défiant, lui renvoient son propre miroir. Comment, en tant que premier gardien guyano-français de l'élite, a-t-il navigué entre fierté ethnique et invisibilité personnelle? Un incident marquant survient en 2007 lors d'un tournoi caritatif à Cayenne. Un journaliste local, après une interview anodine sur sa carrière, glisse une question sur sa vie amoureuse, insinuant des rumeurs persistantes de préférences atypiques. Bernard élude avec un sourire poli, mais l'épisode le hante, le poussant à intensifier sa thérapie. Son psychologue, un sexagénaire bienveillant aux méthodes inspirées de la psychanalyse lacanienne, l'encourage à cartographier ses attirances. Des croquis mentaux d'enfance où des garçons du village deviennent des figures idéalisées, des flashs de vestiaires où les corps nus évoquent plus que de la camaraderie. En 2009, il entame une relation stable avec un ancien professeur d'histoire de l'art, rencontré lors d'une exposition sur Picasso à Nice. Cet homme, quinquagénaire élégant aux lunettes rondes et à la voix modulée, apporte une stabilité intellectuelle que Bernard n'a jamais connue. Leurs après-midi passés à débattre de la cubisme et de ses déconstructions identitaires deviennent des rituels sacrés, entrecoupés de voyages discrets en Toscane ou en Provence. Pourtant, la peur du regard public persiste. Des pseudonymes pour les réservations d'hôtels, des photos jamais prises, une vie en clair-obscur. L'analyse sociologique de cette période met en lumière le paradoxe des anciens sportifs. Adulés pour leur virilité conquérante, ils peinent à assumer des vulnérabilités qui contredisent le mythe. En 2012, une biographie non autorisée, Le gardien silencieux, frôle le scandale en évoquant des liens ambigus sans preuve, forçant Bernard à une déclaration laconique « Ma vie privée est un match que je joue seul ». Ce livre, vite retiré des étagères après une plainte pour diffamation, accélère son repli. Il refuse les invitations télévisées, se consacre à l'écriture d'un mémoire inachevé sur le rôle du gardien dans l'inconscient collectif. Ses enfants, informés en privé de sa bisexualité, réagissent avec une maturité touchante. Sa fille lui offre un tableau abstrait symbolisant les fluides identitaires. Mais la société plus large reste un océan hostile. En 2015, lors des débats post-mariage pour tous, Bernard suit les manifestations de loin, partagées entre empathie et crainte. Une lettre anonyme à un journal militant pour les droits LGBTQ+, exprime son soutien voilé. Les barrières tombent, mais pour certains, elles sont encore des murs de but.
Ce chapitre est tiré sur une décennie, riche en introspection et en amour contenu, dépeint un lama en gestation, un homme qui, à l'approche de la soixantaine, sent le poids du non-dit devenir insoutenable, préparant le terrain à une révélation qui ébranlera les certitudes,